sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabela et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci et vous, fidèles de la RPA, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 11 février 2020. Commençons par les principaux titres. L'exportation du ciment Buseko par les autorités du pays comme cause de la pénurie de ce produit au Burundi. Tout à l'heure, vous suivrez les noms des autorités déjà connues. RSF dénonce l'inaction des dirigeants africains face aux violations des droits des journalistes de ce continent. Des journalistes de 5 différents pays africains sont actuellement en détention. Et enfin, 11 février, journée mondiale des malades. Dans ce magazine, au camp Nakivale, c'est en Ouganda. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page gouvernance. Le Burundi figure parmi les pays d'Afrique où il n'est pas conseillé d'investir. 2020, c'est ce qu'estime RMB Investments dans son classement annuel. Le dit classement sur les meilleurs climats d'affaires en Afrique, le place nous en dit plus. Avec la 52e place sur 54 pays, le Burundi est en bas du classement d'investir devant la Somalie et la Guinée équatoriale dans ce classement élaboré par la Rand Merchant Bank. La banque sud-africaine propose aux investisseurs qui cherchent des opportunités d'investissement sur le continent africain. C'est un classement qui met en évidence les pays les plus attractifs. Le Burundi est donc parmi les 3 pays les moins attractifs du continent pour l'année 2020. Selon ce classement, la RMB tient compte de plusieurs facteurs dont le système de gouvernance et la situation économique des pays concernés. D'autres pays de la communauté est-africaine sont très favorables pour les investisseurs. C'est notamment le Kenya qui occupe la 4e place du classement, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, respectivement 14e et 15e. Comme le Burundi, le Sud-Soudan qui occupe la 50e place du classement est l'autre pays de l'East African Community dans lequel le climat des affaires ne se portait pas bien. Merci Emile Nibasumba. Et persistance de la pénurie du ciment Buseko malgré l'affirmation de l'usine productrice que la quantité produite couvre toute la demande. À l'origine, selon les enquêtes de la RPA, des autorités du pays qui vendent ce ciment et qui privilégient le marché extérieur. Le point c'est avec Clovis Nyonzima. Cette pénurie du ciment Buseko dure au moins 6 mois déjà. Les stocks des marchands grossistes du ciment produits par la société Buseko sont vides. Si on parvient à en avoir, le prix varie entre 28 000 et 32 000 au sac, alors que le prix officiel est de 24 500 francs burundais. Un paradoxe, vu les affirmations de différents dirigeants du pays, à commencer par le chef de l'État, le ministre du Commerce, les gouverneurs, les administrateurs jusqu'à la direction de l'usine Buseko, que la quantité de production du ciment est suffisante. Selon les enquêtes de la RPA, certaines hautes autorités du pays sont citées dans le commerce du ciment et préfèrent le marché extérieur. Les noms qui sont déjà connus sont Gervais Ndirakobucha, actuel patron des services de renseignement du Burundi, qui a un dépôt de ciment en province Cibitoke. Denise Buchumi, première dame du Burundi, qui fait son commerce dans la province Ngozi. Et Freddy Mbonimpa, le maire de la ville Bujumbura, qui lui aussi fait son commerce et a un dépôt de ciment dans la zone Kanyosha. Toutes ces 3 autorités du pays évoquées sont parmi ceux qui écoulent tout le ciment reçu en dehors du pays, comme en République démocratique du Congo.
L'usine Bousseko, elle, garde le même discours qu'elle distribue du ciment en quantité suffisante aux grossistes. Mais, après avoir approvisionné les dépôts de la mairie de Bujumbura, se trouvant en zone Bouyenzi et au quartier asiatique, tard le soir, d'autres camions prennent ce ciment pour traverser les frontières la nuit. Questionné sur cette pénurie du ciment Bousseko en décembre dernier, au cours d'une conférence publique, Pierre Nkurunziza a précisé que l'usine Bousseko bénéficie de beaucoup d'exonérations et d'ajouter qu'il est inconcevable que les prix ne soient pas respectés. Nous n'avons pas encore pu joindre ces trois autorités citées pour de plus amples éclaircissements. Et arrestation des orpailleurs et commerçants de l'or de la province Cibitoke. Ce secteur de l'extraction et commercialisation de l'or traverserait des moments difficiles dans cette province. Une activité qui semble aussi suspendue dans certaines localités de la province Cibitoke. Innocent Valentin Singirangabo pour plus de détails. La réunion la plus récente s'est tenue dans les bureaux de la direction communale de l'enseignement en commune Mabayi en date du 10 février. C'était ce lundi. Était présent le chef du service des renseignements au niveau provincial, le commissaire provincial de police, le commandant de brigade à Mabayi, ainsi qu'un des conseillers de l'administrateur de la commune Mabayi. Ces institutions avaient tenu cette réunion à l'intention des orfèvres et des orpailleurs de la commune Mabayi. Selon une source de la RPA, parmi les participants dans cette réunion, l'ordre du jour concernait le tarissement de l'or. En effet, selon cette source, depuis un certain temps, la Banque de la République du Burundi, la seule qui, depuis novembre dernier, a le monopole d'acheter de l'or, en reçoit une très petite quantité. Cette réunion s'est tenue alors que, depuis vendredi de la semaine dernière, 3 des orpailleurs de la commune Mabayi sont incarcérés. Les organisateurs de cette réunion ont, selon notre source, signifié que leurs collègues ont été arrêtés pour réseau d'enquête. Ils se soupçonnaient de vendre leur production de l'or ailleurs qu'à la BRB. Samedi dernier, une autre réunion avait été tenue. Cette réunion était présidée par le gouverneur de la province Cibitoke, accompagné de l'administrateur de Mabayi et le représentant de la société Tanganyika Mining Burundi, une société dirigée par un Russe et qui actuellement s'occupe de l'extraction dans les gisements de la colline Muhungu. Selon notre source au sein de la société, depuis plus de 2 mois, il se remarque une certaine paralysie des activités de cette société. Des travailleurs ont été suspendus, la machine servant de tamisage ne fonctionne plus, les maisons qui servaient d'habitation pour certains cadres de la société ont été remises. Officiellement, selon notre source, c'est pour se préparer à agrandir la société. Une explication qui pourtant semble ne pas convaincre les travailleurs. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Et le gouvernement du Burundi appelé à prendre conscience du marasme économique que vit le peuple burundais. Un marasme qui vient d'être amplifié par la récente mesure fermant tous les bureaux de change du pays. C'est du moins le contenu du communiqué de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle. Gabriel Oufili, président de l'OLUCOM, interpelle les candidats aux prochaines présidentielles de considérer la crise économique qui frappe le pays. Nous dénonçons la mesure de fermeture de tous les bureaux de change opérant au Burundi. C'est une mesure qui fait suite à une note que la Banque centrale de Bujumbura a rédigée il y a quelques jours. Cette note venait juste pour, selon la BRB, stabiliser le taux de change. Mais l'OLUCOM, à ce moment, a montré noir sur blanc que la stabilisation du taux de change ne pouvait pas en aucun cas émaner des mesures comme ça, parce que cette situation est régulée par la loi de l'offre et de la demande. Voilà pourquoi l'OLUCOM voit que cette situation de rareté des devises fait suite aux mesures politiques qui ont été prises en 2015 et qui font malheureusement beaucoup de conséquences sur l'économie burundaise et la situation des Burundais en général et plus particulièrement sur les pauvres en particulier. Voilà pourquoi l'OLUCOM voit que d'abord toutes les sources de devises sont fermées
justement parce qu'il y a ces problèmes politiques dans notre pays. C'est cette raison que nous avons suggéré pas mal de solutions. Actuellement, nous demandons à ce que le gouvernement du Burundi essaye d'organiser les élections d'une manière transparente, de tel point que ces élections, une fois organisées et réussies, nous pensons que toutes les questions à rapport avec les devises, c'est réglé. Nous pensons que les candidats aux élections peuvent proposer des solutions qui pourront montrer que d'ici quelques mois, on pourrait sortir de cette situation. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Et poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page politique, la convocation des autorités administratives, des membres des corps de défense, de la sécurité et de la justice dans une réunion par le candidat président du CNDD-FDD. Évariste Ndayishimiye est une usurpation pure et simple des pouvoirs et une violation flagrante de la Constitution du Burundi. Analyse du juriste et ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse qui indique que la participation de ces autorités publiques va à l'encontre des dispositions qui régissent ces différentes institutions. Maître Emmanuel Ngengurutse. Le candidat du CNDD-FDD a usurpé les pouvoirs normalement dévolus aux membres du gouvernement central ou du gouvernement local et même des membres du Parlement. Normalement, le pouvoir de convoquer la population appartient aux membres du pouvoir exécutif ou des sénateurs ou des députés, donc des organes de l'État. Ou alors, d'autres fonctionnaires dûment délégués à cet effet. Le gouverneur de province notamment, parce que lui, dans sa province, il représente le chef de l'État. Le candidat d'un parti politique utile, le parti qui est au pouvoir, n'a pas les prérogatives de convoquer la population dans son ensemble. Lorsque le chef de l'État, les agents, les ministres, les gouverneurs, les administrateurs ou des fonctionnaires délégués convoquent la population, c'est pour l'entretenir sur des sujets d'intérêt national. Lorsqu'il s'agit de campagnes électorales, ils convoquent uniquement les militants ou les adhérents des partis politiques intéressés. Et il est regrettable de constater dans la liste de ce qui a été invité des militaires, des policiers, des magistrats qui, au terme de l'article 82 de la Constitution, doivent n'appartenir à aucun parti politique et au terme de dispositions qui régissent ces différents corps, ils doivent manifester une neutralité envers tout parti politique. Alors, les punitions ou les sanctions, c'est prévu par des lois qui organisent les corps. Ça va jusqu'à l'exclusion. Dans cette même province, je me souviens qu'il y a un magistrat qui a été emprisonné parce qu'il aurait assisté à une réunion du parti PD Zigamibanga. Emmanuel Ngengurutse s'est entretenu avec notre confrère Trésor Nyongabo. Les questions sécuritaires doivent être résolues par des organes habilités et non pas par de simples citoyens comme c'est le cas en commune Ruhororo de la province Ngozi. Propos du porte-parole du parti Sawanya Frodebu Phineas Nigaba rappelle que seules les forces de l'ordre devraient assurer la sécurité. La sécurité d'un pays ou bien la sécurité d'une portion d'un pays incombe en premier lieu aux services techniques chargés de la sécurité. Ici je cite les forces de l'ordre, ici je cite les militaires, ici je cite d'autres forces techniques qui ont une compétence en cette matière. Aucun civil ne peut pas prendre des mesures sécuritaires sans l'aval des forces de l'ordre et de sécurité. Si cela est le cas, c'est qu'il y a une ingérence totale dans les services des forces de l'ordre et de sécurité. Donc les forces d'ordre et de sécurité devraient maintenant se saisir pour cette question, pour demander à ces personnes-là qui ont instauré un couvre-feu pour qu'ils puissent être interrogés et s'il le faut être punis
pays conformément à la loi. Au niveau du FRODEBU, c'est ce que nous disons toujours, il faut laisser les techniciens à la matière pour faire leur travail. La population a un niveau d'intervention en matière de sécurité. Il suffit de donner l'information et les forces de sécurité maintenant se mettent à l'œuvre pour remettre les choses en ordre. C'est ça ce que dit la loi. Une personne ne peut pas s'improviser et instaurer un couvre-feu comme ça. On dirait qu'il n'y a pas de loi, on dirait qu'il n'y a pas de personnes qui ont chargé de l'administration, des personnes qui ont chargé de la sécurité des biens et des personnes. Phineas Nigaba, le porte-parole du parti Sawanya FRODEBU, intervient après que des Imbonera-Kole de la commune Ruhororo aient imposé à la population des heures de couvre-feu. À ce propos, toujours, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Albert Ndouimana, le gouverneur de la province Ngozi, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Et parlons médias sans transition. Certains pays d'Afrique, dont le Burundi, se sont mal comportés par rapport aux médias et aux journalistes en procédant à des arrestations arbitraires de ces journalistes. Propos du directeur Afrique de Reporters sans frontières, Arnaud Froger, dénonce le silence des chefs d'État africains qui s'étaient réunis ce dimanche à Addis Abeba. Ce que l'on souhaite dire et le message que RSF souhaite porter, et par rapport à la liberté de la presse, au regret de constater que ces derniers mois, ces dernières années, certains chefs d'État, certains pays se sont mal comportés par rapport aux médias et aux journalistes, en procédant notamment à des arrestations tout à fait arbitraires de journalistes. Évidemment, l'exemple de nos confrères d'Iwachu, Burundi, qui ont été condamnés à 2 ans et demi de prison, alors que rien dans les accusations ne reposait sur de quelconque fondement. C'est ce qu'avait démontré le procès, et malheureusement, ils ont quand même été condamnés en première instance à une peine de prison. J'en veux pour preuve des exemples récents au Bénin, où un journaliste a été condamné à 18 mois de prison pour 3 tweets seulement, qui rapportaient des propos qui avaient été tenus par un procureur, donc des accusations sans fondement et une peine qui n'a absolument pas lieu d'être. J'en veux pour preuve un journaliste qui est incarcéré au Tchad dans des conditions de détention qui sont absolument abominables, Eric Kabandera en Tanzanie, qui fait l'objet également de poursuites et qui est en détention depuis 6 mois, avec des charges qui ont changé à 3 reprises. Ce que l'on souhaite désormais, ce que l'on demande aux autorités burundaises, c'est de remettre les journalistes en liberté à travers une audience en appel qui doit se tenir le plus vite possible, et on appelle de nos voeux à la tenue d'une audience le plus rapidement possible afin que ces journalistes puissent être acquittés, puisqu'ils n'ont rien fait d'autre que d'aller couvrir un sujet qui était un sujet majeur. Arnaud Froger s'est entretenu avec Vicky Chris Ninheretse et ses 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 113 jours de détention. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi d'emprisonnement et au paiement d'1 million d'amendes chacun. Ils sont accusés de tentative impossible d'atteinte à la sûreté de l'État. Après la pause, page santé. Je vous l'avais dit au début, le 11 février de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux malades. Au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, des réfugiés burundais sont menacés par différentes maladies comme la malaria alors qu'ils ont l'accès difficile aux soins de santé. Le point c'est avec Emmanuel Niyongeko. La malaria est l'une des maladies qui menacent les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda. Durant ces 2 derniers mois, cette maladie s'est manifestée à au moins 90%. Un des responsables du domaine de la santé nous parle d'autres maladies remarquées dans son camp. La malaria s'est manifestée à au moins 90% au cours de ces 2 derniers mois. D'autres maladies qui se manifestent dans ce camp sont celles causées par de l'eau sale que les réfugiés boivent ou qu'ils utilisent dans leur ménage, des maladies cutanées, l'hypertension ainsi que le diabète. La clinique Abadjango est l'un des établissements sanitaires qui opère au camp des réfugiés de Nakivale, même si elle essaie de faire de son mieux. L'accès difficile aux soins de santé et le manque de médicaments sont entre autres difficultés évoquées par les responsables de cette clinique. Ce n'est ni facile pour la clinique ni pour les malades. Ces derniers n'ont pas de moyens et la clinique elle aussi n'en a pas pour se procurer des médicaments nécessaires
alimentaires ainsi que différentes sortes de matériel sanitaire. En cette journée mondiale dédiée aux malades, les réfugiés burundais du camp de Nakivar demandent à ceux qui le peuvent de les assister. Nous demandons aux bienfaiteurs, à savoir les Burundais éparpillés dans tous les coins et bien d'autres, d'appuyer dans le domaine de la santé. C'est un appel lancé à l'occasion de cette journée. La journée mondiale des malades a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II de l'Église catholique et elle est célébrée pour la 8e édition. Merci Emmanuel Niunge, coépage nécrologique pour clore le magazine. C'est ce jeudi qu'a eu lieu l'enterrement du journaliste Athanase Nianogeye. Décédé jeudi dernier à l'âge de 66 ans, il a presté durant 41 ans comme journaliste à la radio-télévision nationale de Burundi, comme professeur dans différentes universités et comme consultant. Retour sur sa biographie avec Nadège Ilakodze. Né à Mukike le 12 septembre 1954, Athanase Nianogeye a commencé l'école primaire en 1961 à Mayuyu pour la terminer en 1968 à l'école primaire Saint-Michel à Bujumbura. Il poursuit ses études secondaires à l'Athénée de Bujumbura de 1969 à 1974 et ses études secondaires en France à l'université Paris-Sorbonne de 1974 à 1979 où il obtient le diplôme d'études approfondies en santé publique et nutrition. Durant son séjour en France, Athanase Nianogeye a également fait des études en journalisme de 1975 à 1979 qui ont été couronnés par le diplôme de maîtrise en journalisme, radio et télévision. Dès son retour au Burundi en 1979, Athanase Nianogeye a presté à la radio nationale comme journaliste jusqu'en 1984, date à laquelle il s'est joint à l'équipe de la télévision nationale. Il reste à la télévision nationale jusqu'en 1993, avant d'être le conseiller du directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi jusqu'en 1995. De 1999 à 2014, date de sa pension, Athanase Nianogeye était responsable du service en charge des plateformes des réseaux sociaux de la RTNB. Par ailleurs, Athanase Nianogeye a servi en tant que professeur dans différentes universités, tant au Burundi que dans la sous-région. Enfin, il a été consultant dans ses domaines de prédilection et auteur de plusieurs ouvrages sur la situation des médias au Burundi. Durant sa vie professionnelle, Athanase Nianogeye a été caractérisé par une sagesse exemplaire, l'abnégation, l'amour de l'autre et le partage des connaissances. Que la terre lui soit légère et que le Tout-Puissant l'accueille dans son royaume éternel. Merci Nadège Ilakodze pour ce rappel du parcours d'Athanase Nianogeye et c'est ce mardi qu'il a été enterré et pas jeudi comme je l'avais dit. Et voilà, c'est par ici donc que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 11 février 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. Ines Gakiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir.